Donc mesdames, messieurs, bonjour, j'espère que vous allez bien, même très bien. Donc pour le déjeuner, c'est bon, n'annulez rien, vous serez en temps et en heure. Le point, vous le savez, c'est aussi un respect du timing. D'ailleurs, notre une de cette semaine, vous le découvrirez, consacrée aux espions, le prouve que nous sommes attentifs au timing. A-t-on déjà vu en effet un espion en retard? D'ailleurs, hier, pendant le bouclage, je pensais à cette citation de Woody Allen: « J'aurais voulu être espion, mais il fallait avaler des microfilms et mon médecin me l'a interdit. » Et je me demandais d'ailleurs aussi si on a encore le droit aujourd'hui de citer Woody Allen. Mais bon, c'est un autre sujet. Je vais donc procéder au dévoilement du palmarès annuel des 30 livres de l'année élus par notre jury, composé de Claude Arnaud, Jean-Paul Enthoven, Marc Lambron, Sébastien Le Foll, Élise Lépine, François-Guillaume Laurin, Saïd Maran, Julie Malor, Valérie Marin-Lamellé, Michel Schneider, Laetitia Strauch-Bonnard, Laurent Theiss, Marine de Tilly et votre serviteur. Comme chaque année, pour revisiter cette année de lecture et ne garder que 30 livres. En fait, c'est 5 de plus que sur l'invitation. C'est une inflation assumée. C'est notre côté quoi qu'il en coûte. Nous aussi, on ouvre les vannes, on est généreux. On a fait le choix d'écarter les livres, même s'ils le méritent évidemment, écrits par nos collaborateurs, ou ceux déjà primés par les grands prix d'automne, parce que vous les connaissez, vous n'avez pas besoin de nous, et nos lectrices et nos lecteurs non plus. En revanche, ils ont peut-être besoin de nous pour sauter sur le livre par lequel nous ouvrons ce palmarès. Son autrice a vu un jour débarquer l'innommable sous la forme de 2 hommes encagoulés et armés jusqu'aux dents, venus faire couler le sang dans un lieu solaire, tellement pas fait pour eux. C'était le 7 janvier 2015 à Charlie Hebdo, elle avait 32 ans, elle ne s'est pas écroulée, elle a convoqué la vie et la beauté pour tenter de dessiner encore le meilleur moyen de ne pas s'abandonner aux vagues du désespoir qu'elle peint ici à l'aquarelle avec de grands aplats bleus. C'est superbe mais éprouvant, surtout quand 2 fantômes continuent à vous poursuivre où que vous alliez afin de vous empêcher de vivre. Ce qu'ils n'ont pas réussi à faire, ce superbe livre écrit, peint, dessiné, il est bouleversant, il est tendre, il est sacrément vivant et il prouve que Coco, car il s'agit d'elle, respire à nouveau. Coco, dessiné encore, c'est aux arènes. Le plus sibyllin, le plus déroutant, le moins aisé à cerner des dictateurs du XXe siècle. Cette phrase de l'auteur résume le défi et la réussite de sa biographie qui en finit enfin avec la caricature du clown gesticulant et ridicule auquel on a réduit ce fasciste historique. Froid, dominateur, dépourvu d'affect, indifférent à ce qui n'est pas lui, celui-ci ne fut pas, c'est vrai, avare de paradoxes. Persuadé que la violence était le seul moteur de l'histoire, il avait néanmoins une répulsion pour cette violence. Chez lui, ni purge, ni nuit des longs couteaux. Et à l'agitation extrême succéda bientôt une sorte de passivité résignée et nihiliste. Voici, écrit François-Guillaume Laurin, notre docteur S-dictateur, le mystère Mussolini éclairé, disséqué, sous la perçante plume d'un transalpin qui porte haut les couleurs de la langue française. C'est Maurizio Serra, le mystère Mussolini chez Perrin. Voici maintenant l'histoire vraie d'une fake news qui dégénère en coup d'État. On est au Guatemala en 1954. La United Fruit Company, alias la pieuvre, et la CIA, autre bête à tentacules, sont à la manœuvre face à un colonel centro-américain, pour une fois pas corrompu. C'est rare, mais c'est très gênant pour les affaires. Alors du coup, un complot sourdi, on invente des envoyés de Moscou à Guatemala City et une fièvre rouge qui menacerait le canal de Panama. Une intervention musclée s'impose, ça va saigner avec ce roman d'espionnage, de politique et de désir, mot cher à Étienne Gernel. L'auteur frappe un grand coup, jonglant avec les époques et les figures de sa comédie inhumaine Latina, dont certains, flamboyants d'une lumière noire, ces figures, figuraient déjà dans son chef-d'œuvre La Fête au Bouc. C'est Super Mario Vargas Llosa qui, depuis le bouclage de ses pages, est devenu immortel. Pour Temps sauvage, chez Gallimard, c'est traduit de l'espagnol par Albert Bensoussan et Daniel Lefort. Voici le choc de la dernière rentrée de janvier, la levée violente, bouleversante d'un terrible secret dans une famille on ne peut plus exposée et on ne peut plus célébrer pour un ministre, une actrice, une universitaire, écrivaine, entre autres.
C'est une non-fiction qu'on n'aurait jamais osé imaginer dans une fiction. L'histoire de violences sexuelles infligées par un influent politiste, comme on dit, second mari de la mère de l'autrice, à son frère jumeau. Tout cela raconté d'une plume incisive, justicière, mais qui a l'élégance de ne pas taire sa culpabilité. Le récit d'un inceste, pas seulement, la peinture d'une micro-société dite privilégiée, où la prédation sexuelle pouvait s'exercer sous le nom de liberté sexuelle. La Familia Grande de Camille Kouchner, c'est au seuil. Qu'est-ce que la philosophie? Vaste sujet. Pour ce grand admirateur de Montaigne et de Spinoza, c'est penser avec rigueur dans une quête d'harmonie qui permette de vivre avec les autres et avec soi-même aussi, c'est important. C'est ce qu'il explique l'auteur dans cette somme d'intelligence, écrit Catherine Goliot, où il analyse en toute indépendance des concepts ou des notions qui interrogent aujourd'hui la pensée, qu'elle soit métaphysique ou politique, que recouvrent des termes comme arrogance, bonne conscience, culturalisme, islamophobie, racialisme, mais aussi rire. Tout au long de ces pages écrites dans une langue claire, élégante, domine tel un fil rouge l'idée que rien ne vaut l'homme et que surtout rien ne vaut la vie. André Comte-Sponville, dictionnaire philosophique, c'est au PUF, 1440 pages, et les PUF fêtent leurs 100 ans. Voilà, donc bon anniversaire au PUF. Il est passé maître dans l'art de décortiquer les faits divers pour en extraire l'essence d'une littérature excellente. Après l'affaire Pauline Dubuisson et Georges Arnaud, qui lui a inspiré un roman, il s'est penché sur l'histoire de Luc Taron, petit Parisien de 11 ans, retrouvé mort dans un bois en 1964. Est-ce que c'est glauque? Est-ce que c'est écrasant? Non, quand c'est sous la plume de ce romancier qui mêle, écrit Élise Lépine, l'exploration méthodique de l'enquête et l'humour et la tendresse qui caractérisent la littérature de cet expert en noirceur humaine, mais aussi en douceur. C'est Philippe Génada au Printemps des Monstres chez Miel et Barreau. Écrire, lire avec force, oui. Écrire, lire avec persévérance. Celui qui nous donne cette leçon de vie pour peut-être de nouvelles époques de troubles et de confusion est l'un des plus grands écrivains européens du XXe siècle. C'est un humaniste, un pur produit de la Mythol Europa, un grand témoin de son temps. Pendant ses 41 années d'exil de sa Hongrie natale, lucide et désespéré, il n'a cessé de décrire les horreurs du monde totalitaire, mais aussi de déplorer la fin de la culture. Le second volume de son journal retrace sa trajectoire d'écrivain apatride en Italie, puis son espoir d'une vie meilleure à New York. C'est splendide, écrit Michel Schneider, du journal de Sándor Márai, volume 2, Les années d'exil 1949-1967, traduit par Catherine Fay, c'est chez Albin Michel. On emporte ses morts partout avec soi et s'ils restaient au cimetière, ça se saurait. Religieuse, néanmoins philosophe, cette belle plume nous offre le petit traité de consolation, c'est le sous-titre qu'on attendait. Regroupant en 11 chapitres les expériences au cours desquelles elle a accompagné des familles qui l'ont sollicité pour des funérailles, elle compose un livre qui est tout sauf un essai morbide, mais au contraire une véritable ode à la vie, surtout lorsque celle-ci, la vie, c'est s'enrichir du souvenir de ceux qu'on appelle à tort nos disparus et de ce qu'ils peuvent nous transmettre. C'est vif, c'est poétique, c'est vraiment intelligent, nous dit Jean-Paul Antoven. C'est aussi le livre d'une conteuse fascinante, Delphine Orviller, Vivre avec nos morts, c'est chez Grasset. Il est professeur à Harvard, il a pu être décrit comme un philosophe au profil mondial de rockstar. Il s'est fait connaître dans les années 80 par sa critique de la théorie de la justice de John Rawls. Et il se passionne, comme vous toutes et vous tous ici, pour la question du bien commun. Un intérêt qui se manifestait déjà au lycée quand il invita le gouverneur de l'État de Californie, un dénommé Ronald Reagan, à un débat devant 2400 élèves. Dans son dernier ouvrage, il interroge les failles intrinsèques d'un modèle, la méritocratie, qui conduit quelques élus de la mondialisation à penser qu'ils ne doivent rien à personne, qu'ils ont mérité leur chance et que les perdants et tous ceux dont le mode de vie stagne n'auraient à s'en prendre qu'à eux-mêmes.
C'est un justicier, c'est aussi une petite flamme dans la nuit cynique qu'est devenue notre époque. C'est Michael J. Sandel, La tyrannie du mérite, qu'avons-nous fait du bien commun? C'est traduit par Astrid van Buzekis chez Albin Michel. Elle, c'est Laure, la quarantaine, un mari, 2 filles. Lui, c'est Clément, l'amant, la cinquantaine. Entre eux, ça prend aussitôt. Banal, me direz-vous, pas du tout. La passion consume aussi les vies ternes, nous assure Claude Arnaud, et il suffit de se sentir cerné par le quotidien pour s'enflammer pour un rien. Elle attend, lui aussi, mais pas la même chose. Lors que la vie commence, Clément, qu'elle s'achève peut-être dans le désastre. Est-ce un roman d'amour ou de désir, ce désir qui nous débarrasse parfois de l'amour? Pourquoi on aime parfois la femme d'un autre? Avec ce livre, c'est l'adultère comme on l'a rarement lu, au cœur de l'incendie et loin de toute morale, ça fait du bien. C'est un roman cruel, mais c'est un roman beau, noir, drôle, écrit par une cadra à la langue de feu. C'est d'ailleurs le titre « Feu » de Maria Pourchet chez Fayard. Alors, Étienne parlait de nos forums à Futurapolis. Alors, à Toulouse, samedi après-midi, il rappelait, Étienne Gernel, l'auteur dont on va parler maintenant, qu'on a moins fait l'amour pendant le confinement. Certains, je le cite, annonçaient un baby-boom, mais quand le partenaire reste en pyjama toute la journée, ça fait moins envie. Il paraît. Le pyjama, il en est question dans ce nouveau livre qui vous expliquera pourquoi certains, depuis le confinement, l'enfilent de plus en plus tôt à la maison et ont l'impression, quand ils sont au travail, mais c'est pas vous, hein, forcément. Et quand ils sont au travail, ils ont l'impression de flotter. Peut-être parce qu'on ne peut plus mettre le pyjama. En fait, ça sert un peu plutôt, c'est le contraire de flotter. La pandémie, en effet, a provoqué 3 types de décrochage, des effondrements existentiels, la quête d'une vie alternative, hein, pour certains, ou bien un endormissement dans un confort illusoire qui nous a affranchis d'une liberté devenue trop pesante. En Amérique, on a appelé ça « the big quit », la grande démission. En France, ce sociologue aux antennes très sensibles s'est penché sur cette dérive, lui aussi. Il l'appelle le coquilling, un idéal de retrait, de repli, de recroquevillement, comme dans une coquille confortable. Tout le contraire de vous ici, évidemment épanoui, ouvert, conquérant. Donc c'est aux autres que ce livre s'adresse. Ce livre, c'est « La liberté, c'est fatigant » de Jean-Claude Kaufmann. C'est à l'Observatoire. Des psychopathes, pour ne pas dire des possédés. Qui d'autre aurait pu faire une chose pareille? J'ai tout de suite pensé à ça en entrant, admet Melchior. Un rituel, mais je n'y crois plus. Un rituel ou un atroce et banal massacre? Ne spoilons pas, comme on dit en 9 langues. C'est l'histoire d'un immense écrivain qui a eu envie de tâter du polar et qui invente un héros qui, pour tuer le temps en prison, se met à lire. Il appelle son héros Melchior Maureen. Il dévore les misérables lorsqu'on lui annonce que sa mère prostituée a été sauvagement assassinée. Dès lors, c'est Javert, le flic à la droiture hallucinante qui va l'obséder. Devenu flic à son tour, Maureen est envoyé dans un coin d'Espagne toujours éclairé par le soleil noir de la guerre civile, où la vengeance est toujours en marche. La littérature, nous dit l'auteur, est une forme de connaissance, comme le sexe. Elle remet en question nos certitudes les plus enracinées, elle nous oblige à comprendre des personnes contraires à nous, des idéologies que nous jugeons abominables, terribles. Elle nous donne accès à ce que Georges Bataille appelait la part maudite. C'est une sacrée enquête, c'est un formidable polar, c'est aussi une puissante ode à la rédemption par la lecture, nous dit Julie Malor. C'est Terra Alta de Javier Cercas, c'est traduit de l'espagnol par Alexandar Grujičić et Karine Louédon, c'est chez Actes Sud. Alexandre le Grand, raconte Plutarque, dormait avec un livre sous la tête, avec un poignard aussi, mais quand même avec un livre, et le même livre toujours. Un exemplaire de l'Iliade qui était enfermé dans un coffret d'une beauté extraordinaire, le plus raffiné des objets que possédait le souverain perse Darius, qu'Alexandre avait vaincu. Pourquoi ce coffret? Pourquoi ce livre? Eh bien, c'est l'une des énigmes résolues par une jeune philologue espagnole, déjà star dans son pays, avec ce best-seller où l'érudition est accessible et où l'enchantement est omniprésent. 300 000 exemplaires, les Espagnols ont du goût et encore des trésors cachés. De la mythique bibliothèque d'Alexandrie à celle de Sarajevo assiégée,
D'une villa de Pompéi au manuscrit enluminé d'Oxford, cette autrice nous promène dans les livres et leurs 1001 péripéties. Entre Le Nom de la Rose et Game of Thrones, voici un cavalcadant et sensuel livre sur les livres, mais au-delà, sur notre éternelle soif de connaissance et d'émerveillement. Ça s'appelle L'infini dans un roseau, c'est signé Irène Vallejo. Les belles lettres, c'est traduit de l'espagnol par Anne Plantagenet. Est-ce qu'on peut tirer des leçons de l'histoire pour se préparer aux catastrophes, des guerres, aux épidémies, en passant par les tremblements de terre? Oui et non, répond cet historien britannique, chercheur à la prestigieuse Hoover Institution à Stanford. Non, au sens où chaque désastre est plus ou moins imprévisible. Oui, car précisément, la conscience même de cette imprévisibilité invite à être vigilant. Fortement inspiré par l'épidémie du Covid-19, celui qui s'est fait connaître pour l'éloge qu'il fait de l'Occident dans Civilisation, livre ici, nous dit Sébastien Le Foll, un contre-manuel de crise érudit et volontiers provocateur, Niall Ferguson, Apocalypse de l'Antiquité à nos jours. C'est aux éditions Saint-Simon, c'est traduit par Laurent Bury. Nous faisons tous des rêves de cloître, de chambre à soi, où nous serions à la fois les captifs et les geôliers. L'écrivaine dont nous parlons maintenant a toujours eu, écrit-elle, la sensation de vivre dans un entre-monde. La Pointe de la Douane, monument historique de Venise transformé en musée d'art contemporain, planté donc entre la terre et l'eau, était un lieu parfait pour s'y enfermer le temps d'une nuit. Du soir jusqu'au lendemain matin, l'écrivaine y déambule, laissant sa solitude dénouer ses pensées et faire revenir le parfum des étés d'enfance dans le Maroc des années 80. À ces réflexions sur l'écriture vient se mêler le souvenir d'un père amoureux de culture dont le destin fut marqué par une injustice qui n'en finit pas de meurtrir sa fille, écrit Marc Lambron, une envoûtante promenade nocturne entre le cœur et l'esprit, le parfum des fleurs la nuit de Leila Slimani chez Stock. Ça fait 5 ans qu'on l'attendait. Son annonce avait suscité des attaques extrêmement virulentes, évidemment sans le lire, comme toujours, voire des menaces, évidemment sans le lire. Les détracteurs, convaincus que ce projet réveillerait la haine anti-juive, avaient averti, on allait voir ce qu'on allait voir. Eh bien, on a vu. Un travail d'historien tellement remarquable qu'il a désamorcé absolument toutes les polémiques sur l'opportunité de publier cette édition critique d'un bréviaire de la haine, celui d'Adolf Hitler, Mein Kampf. Les commentaires de cette édition scientifique remontent aux sources de chaque chapitre, retracent les concepts idéologiques, relèvent les erreurs, restituent les contextes, confrontent les annonces aux réalisations du Troisième Reich. Si le texte est un poison, écrit François-Guillaume Laurin, il y a désormais, avec ce livre, sur chaque page, l'antidote à ce poison. Historiciser le mal, c'est sous la direction de Florent Braillard et Andreas Wirsching, c'est chez Fayard. Avec Bordeaux pour décor, ça ne pouvait qu'être qu'un grand cru littéraire. Maître Suzanne, 42 ans, vient d'y ouvrir un cabinet d'avocate. Un certain Gilles Principaux lui demande de défendre sa femme. Elle croit alors reconnaître en lui l'adolescent de 15 ans qui a marqué son enfance. Mais la question principale de ce quasi-polar n'est-elle pas plutôt de savoir pourquoi l'épouse de Principaux en est arrivée à assassiner leurs 3 enfants en les noyant un matin dans la baignoire? Ou est-ce de savoir quoi faire face à la désinvolture de Sharon, employée de maison mauricienne de Maître Suzanne? Quand le style colle ainsi à la peau, écrit Valérie Marin-Lamellé, c'est pure jouissance dans cette atmosphère chabrolienne que de se laisser enrouler dans les monologues des uns et des autres pour un dépiotage méticuleux des âmes et des obsessions de chacun. La vengeance m'appartient de Marianne Diaye chez Gallimard. Aux zélotes du jeunisme, aux pourfendeurs des seniors, cet essayiste mis à la retraite par le Collège de France a voulu pour ses adieux, pour son jubilé, rappeler que les chants du cygne sont souvent, parfois, les plus beaux et les plus audacieux,
que chez les artistes, peintres, écrivains, vieillesse rime souvent avec prouesse et allégresse. Liberté de ton, de forme, caractérise ainsi le dernier Chateaubriand, Goethe, Rembrandt ou Beethoven, qu'on a eu le plaisir d'entendre encore hier dans une déclaration presque romanesque. Oui, le dernier Chateaubriand, Goethe, Rembrandt ou Beethoven, qui eux jetèrent aussi par-dessus les moulins des conventions leur art vibrant. Avec l'érudition qu'on lui connaît, ce brillant universitaire et néanmoins grand auteur nous emmène visiter ses opus ultimes où la mort qui s'avance, ou face à la mort qui s'avance, la beauté jette ses derniers feux comme pour affirmer une dernière fois et sublimement la vie. Après La vie devant soi, La vie derrière soi d'Antoine Compagnon, c'est aux éditions des Équateurs. Je ne savais pas que quand on pense à une personne en désirant qu'elle revienne, ça veut dire qu'on l'appelle. Son père termina son whisky d'un coup. En général, non. Mais je ne veux pas que tu le refasses. Les fantômes sont réels. Et ce ne sont pas toujours ceux qu'on appelle qui viennent. On est dans l'Argentine du généralissime Videla. Un père et son fils sont en cavale. Pas n'importe qui, ce père et ce fils, car ils jouissent tous les deux de formidables capacités médiumniques. Ils sont d'ailleurs liés à l'ordre, organisation à la puissance immense, peut-être diabolique. Voilà pourquoi Juan, le père, cherche à aiguiller son fils vers un autre destin et va se heurter aux forces obscures qui le traquent. Un livre entre Cormac McCarthy, Période la route, et Stephen King, a écrit Sophie Pujas au sujet de cette œuvre palpitante, monstre, où les frontières géographiques, temporelles et littéraires sont pulvérisées. Surgit sur la scène littéraire à 21 ans avec un roman inspiré de sa jeunesse punk, Bajar es lo peor, non traduit en français, on a hâte. L'autrice et journaliste aussi, elle est née à Buenos Aires en 1973, elle a figuré pendant plusieurs fois depuis sur la liste des best-sellers en Argentine ainsi qu'en Espagne. Elle a été célébrée notamment par Patti Smith, elle est traduite dans une vingtaine de langues et elle réinvente avec une virtuosité éblouissante les codes du roman gothique et de l'horreur. Elle s'appelle Mariana Enriquez, elle est l'autrice de Notre part de la nuit, c'est traduit de l'espagnol par Anne Plantagenet, c'est au sous-sol, aux éditions du sous-sol. À ceux qui prendraient les injonctions diversitaires du moment comme des revendications modérées, ce sociologue et essayiste à l'accent déroutant, sauf quand on le lit, mais quand on l'entend, on entend cet accent déroutant, répond sans embâge, non sire, c'est une révolution. Après ces explorations sans concession du multiculturalisme et du politiquement correct, ce chroniqueur complète dans cet essai dense et incisif sa trinité anti-woke, écrit Laetitia Strauch-Bonnard, par le passage au crible de la tendance croissante de nos sociétés à caractériser les individus par leur couleur de peau. Fièrement indépendantiste, l'auteur se dit bien placé pour observer et craindre un mouvement tout droit venu des États-Unis, passé par le Québec et qui tente de s'introduire en France. Si vous ne pensez pas que woke est un ustensile de cuisine venu de l'Extrême-Orient, qui se présente comme une demi-sphère en métal ou en céramique, munie de 2 poignées ou parfois d'un manche, alors vous avez forcément entendu parler de Mathieu Bock-Côté et de son essai « La révolution racialiste et autres virus idéologiques aux presses de la Cité ». Voilà une bien belle histoire. Quelle histoire? Celle d'un écrivain qui jusque-là racontait des histoires d'amour en crise jusqu'à ce qu'il affronte personnellement le délitement de son propre couple et l'angoisse de la vie urbaine qui jusqu'alors lui allait assez bien. Alors cet écrivain a décidé de prendre de la hauteur dans des montagnes proches de celles où il avait passé les étés de son enfance. Je voulais retrouver quelque chose de fondamental de mon enfance, une certaine idée de la liberté et du bonheur qui s'était perdue en route dans les débuts de ma vie d'adulte, résume-t-il. Dans cette solitude choisie, il s'est fait embaucher dans le restaurant du village où il a écrit sur un homme qui se fait embaucher au restaurant du village. Une histoire d'amour et de liberté. Fausto, cuisinier au Festin de Babette, c'est le nom du resto, tombe amoureux de Sylvia, une jeune femme venue explorer le glacier. Vous avez pris froid. À l'ombre de la haute montagne, sous l'œil du loup qui passe, cette histoire d'amour va se dérouler, lumineuse et poignante. C'est très très beau, c'est signé vraiment du nouveau grand écrivain de la montagne.
Il s'appelle Paolo Cognetti, c'est La félicité du loup, c'est traduit de l'italien par Anita Rojdi, c'est chez Stock. Et maintenant, on part à la Barbade, du côté de ces plages, du bleu du ciel, de la mer. Et dans ce décor de rêve, eh bien, on a l'histoire de Lala. L'héroïne du premier roman de cette avocate née en 1974 sur cette même île de la Barbade a épousé Adan, un jeune caïd qui vient de commettre un crime lors d'un braquage dans la maison voisine des Wallen, des Blancs fortunés. Philippe est mort, Mira est sa veuve, tension, suspense et enquête se déploient. Quelle construction et quelle langue jazzy, nous dit Valérie Marin-Lamellé, qui a surkiffé grave ce roman choral au point de nous le faire lire à tous, au point. C'est un roman qui nous conduit à travers 3 générations de femmes qui ont dû faire face à une violence extrême, d'autant plus cruelle qu'elle a mis à mal leur capacité d'être mère et de protéger leurs enfants. Sous la plage, les pavés de la vie qu'on se prend en pleine figure mais auxquels on fait face, si on peut, tant qu'on peut. Et d'un seul bras, la sœur balaie sa maison, Sherry Jones, traduit de l'anglais par Jessica Shapiro, c'est chez Calman Levy. Chanter de nouveau la beauté du corps. À la question « les seins ou les fesses ?» répondre systématiquement « le dos ». Se remémorer les premières images de Lost in Translation, le dos divin, la promesse de tout, un visage, une voix, une poitrine, une griserie d'1h30, non, d'une vie et demie peut-être, chaque fois du nouveau. Penser à des dos antérieurs, les vertèbres, telles des pierres pour passer à gué. Mais la plus belle partie du corps d'une femme n'a pas de nom, ou plutôt un nom scientifique, le musculus gracilis. Je m'arrête là car la température monte après la sexualité du mérou. La température monte. Ce petit livre, il est magnifique, c'est vraiment le cadeau à faire. Ce sont de courts textes sous une couverture qui représente David Bowie en cosmonaute. Quelques pages qui célèbrent à chaque fois quelque chose, des odes. Ode au buffet de gare de Liège ou de Kinshasa. Ode à l'endroit sans nom du corps féminin, c'est ce que je viens de lire. Ode à mes cicatrices. Ou ode à David Bowie, ou ode à la tapisserie de Bayeux, c'est, je le cite, la vie dans ce qu'elle a d'étincelant, de stupéfiant et d'irrésistible, qui irrigue ce recueil de chroniques signé de l'auteur de Congo, une histoire, qui nous donne même un conseil. Composer des odes, je le conseille à tout le monde, écrit l'auteur. On en devient plus attentif, plus enthousiaste, plus avide et plus reconnaissant. Ode de David Van Reybrouck, traduit du néerlandais par Isabelle Rosselin. Actes Sud. Il était environ 3 heures du matin lorsque le résultat de mes calculs apparut devant moi. J'avais la sensation de regarder, à travers la surface des phénomènes, vers un intérieur d'une étrange beauté. Il est ému. Il s'appelle Werner Heisenberg. Il vient de découvrir la base de la théorie des quanta, autrement désignée sous le nom de mécanique quantique. Compliqué? Non, quand c'est ce physicien star qui la raconte. Le père de la théorie de la gravité quantique à boucle, c'est aussi l'un des rares savants qui aujourd'hui sache parler absolument à tout le monde. Et c'est le cas dans ce récit d'une découverte capitale à la base d'une bonne partie de notre technologie sur une petite île de la mer du Nord en 1925, une île qui s'appelle Helgoland, terre sacrée en vieil allemand. Il est l'un des 100 penseurs les plus influents d'aujourd'hui. C'est déjà l'auteur de 7 brèves leçons de physique et de l'ordre du temps. C'est écrit, c'est de la science, c'est du quantique et c'est un quantique. C'est un quantique du quantique, ça s'appelle Helgoland, c'est traduit de l'italien par Sophie Lem et c'est chez Flammarion. Elle n'a pas de nom et lui non plus. Elle est possédée par l'amour d'un mari qu'elle croit posséder. Elle est professeure et traductrice d'anglais, elle a une belle maison, elle a 2 enfants et elle a l'homme idéal. En apparence, c'est une vie de rêve. Excepté, dit-elle, mes démangeaisons inexpliquées et ma passion dévorante pour mon mari, ma vie est parfaitement normale. Rien ne déborde, aucune incohérence, aucune manie. Après 15 ans de vie commune, elle veut plus encore qu'ils s'aiment comme au premier jour. Elle note méthodiquement ses fautes, les peines à lui infliger, les pièges à lui tendre et prépare chacun de leur tête-à-tête. Du lundi au dimanche, chaque journée est rattachée à une couleur et à un état d'esprit. La tension monte, on rit, on s'effraie, on frôle la rupture, on se projette dans un théâtre amoureux tendre et cruel. En est-il qui ne le soit pas, se demande d'ailleurs Michel Schneider, happé comme nous par le premier roman le plus culotté de la rentrée, Maud Ventura, mon mari, à l'Iconoclaste.
Dans un boudoir de l'Élysée, lors d'une nuit glaciale de décembre, un président âgé de 43 ans fignole avec quelques préfets ou ministres le quadrillage de la capitale et l'occupation de la Chambre des députés. Une épidémie ravage le pays. Le peuple ne sait plus à quel saint se vouer et les élites font sécession. Est-ce le scénario d'un futur proche et même d'un présent proche ? S'interroge François-Guillaume Laurin. Non. C'est le grand coup d'État du XIXe siècle où Napoléon III, en 1851, tordit le cou à la République. Tout se déroule sans heurts quand soudain la plèbe se révolte. Un général de retour d'Algérie veut imposer la terreur. Le futur empereur lui cédera-t-il ? Avec un art cinglant du portrait, un sens impeccable du récit, inspiré par l'actualité, l'auteur fait flamboyer ce crépuscule de la liberté. La nuit des aventuriers de Nicolas Chaudin chez Plon. 3000 ans de judéophobie, ces ruptures à l'âge antique, à l'ère des monothéismes, catholiques, musulmans ou protestants, et puis lors de l'essor de la science athée et de la mondialisation. L'auteur réussit l'exploit de condenser en 160 pages lumineuses une histoire précise et nuancée des judéophobies depuis les premiers temps du christianisme jusqu'à l'islamisme. Un phénomène, hélas, immuable, constate-t-il, qui démontre notamment comment, après les Lumières, les deux courants hostiles au libéralisme, nationalisme et socialisme, ont réactivé cette détestation du juif sur fond de complotisme. C'est un livre nécessaire, percutant, inoubliable, de la haine du juif de Pascal Horry, chez Bouquin. Dominique est une brêle de 2 mètres qui rêve d'être Gérard Lambert mais finit à Biclou, humilié par les gars de la cité. Alors il se tire de son Texas lorrain, moisi et devient Edux P à l'autre bout du malheur dans les Vosges. Sauf qu'au foyer de la dent du diable, c'est pas mieux, ça parle mal, ça parle cru. Les gamins mordent, les chiens et attaquent, oui c'est bien les gamins qui mordent les chiens, c'est pas le contraire, et attaquent l'estafette du boulanger au javelot. Dans le moteur de ce livre pétaradant, c'est comme si l'auteur, nous confie Marine de Tilly, avait mis un mélange non pas d'huile et d'essence, mais de La Conjuration des imbéciles et de Nos enfants après eux, 400 pages de déglingue façon pied nickelé où, à grands coups de clé de 12 et de pack de 6, la tendresse et la poésie finissent par desserrer un peu les cœurs et le sac de nœuds. Ça s'appelle Mobilette, c'est de Frédéric Ploussard, c'est chez Héloïse d'Ormesson. Simon ne va pas vous faire rêver tout de suite, c'est un anti-Rastignac. Le jeune homme s'installe à Poitiers pour étudier la semaine et réussir au mérite comme pigiste le week-end dans le journal local. Bon courage. Concours de sosie et foire à la saucisse, on cherche l'excitation. Elle va venir, cette excitation, avec l'affaire du noyer. Le noyer, à son âge, Simon tient enfin quelque chose, c'est-à-dire une obsession. Une affaire qu'il ne parviendra pas à conclure et qu'il fera revenir sur ses pas, adulte, journaliste confirmé à Paris, comme l'auteur. Une plaie jamais refermée, un polar aux accents initiatiques, nous assure Julie Malor. Ça s'appelle Les Noyers du Clin, c'est signé Thibaut Solano, c'est chez Robert Laffont. Lorsqu'il a enquêté sur la façon dont les services secrets voient notre avenir, notre spécialiste en question de défense, Jean Guinel, a constaté qu'un roman était souvent cité par les personnes qu'il rencontrait et que ce roman se trouvait sur la table de chevet des plus hautes autorités militaires françaises, car quand Jean Guinel enquête, il va jusqu'à la table de chevet de ses interlocuteurs. Ce roman, donc un roman, pas un essai, ce roman était signé par 2 auteurs. Le premier est une figure de la recherche stratégique américaine. Il est membre de la fondation progressiste New America, où il écrit en particulier sur l'appareil politico-militaire chinois. Il a aussi également été consultant pour le célèbre jeu vidéo Call of Duty. Son co-auteur, lui, est journaliste. Alors, qu'est-ce qu'ils écrivent dans ce roman ? Il est paru en 2015 aux États-Unis, mais il vient tout juste d'être publié en France. Eh bien, ils écrivent que vers 2040, la Chine attaquera l'Amérique par surprise, détruisant ses réseaux informatiques et satellitaires et réduisant ses communications et ses capacités de combat à néant ou presque. Et que les Chinois seront même capables de détruire, à partir d'un laser spatial, les sous-marins et les porte-avions nucléaires repérés grâce à l'effet Cherenkov. Alors ne m'en demandez pas plus
sur l'effet Cherenkov. Le plus important d'ailleurs, c'est pas ça, c'est que vont faire les Américains. Vous le saurez en lisant ce techno-thriller brillant, haletant et qui percute, on le voit, notre actualité. Un livre qui montre, et un roman qui montre, comme le disent ces deux auteurs interrogés par Guinel, les romans sont des outils essentiels pour ceux qui essaient de comprendre ce que l'avenir nous réserve. Ça, c'est un message à ceux, pas ici, mais qui croient qu'il ne faut pas publier de littérature. Mais c'est personne ici. Le titre de ce roman, absolument passionnant, c'est La flotte fantôme. C'est signé Peter W. Singer et Auguste Cole. C'est traduit par David Fauquembert. C'est chez Buchet-Chastel. Alors voilà, ce palmarès s'achève sur une guerre, peut-être pour que je vous dise que nous continuerons, quant à nous, à toujours combattre à vos côtés pour l'amour, pour la beauté, pour la force, pour la pertinence du livre. Je vous remercie beaucoup au nom du Point, Étienne l'a dit aussi, et puis tous ici on le pense, mais je ne voulais pas vous quitter sans vous rappeler les coups de cœur du Point. Vous savez que notre journal scande l'année littéraire et souvent les grands salons du livre dont nous sommes partenaires, en distinguant d'autres excellents livres qu'il faudra ajouter à votre liste à envoyer au barbu à l'habit rouge. Alors les prix décernés par Le Point en 2021, il y a eu le prix des libraires de Nancy, Le Point, qui a été décerné à Natacha Apana pour Rien ne t'appartient, chez Gallimard, bravo à elle. Le prix Wolinski de la bande dessinée, et une pensée pour ce bon vieux Georges, qui a été décerné à Simon Spruit, Le tambour de la Moscova, aux éditions du Lombard. Ça, c'est vraiment très très beau. Ça tient vraiment de Tolstoï et de Stendhal sur une épopée napoléonienne, mais dessinée comme dans un livre d'enfant. C'est plein de couleurs. C'est vraiment à offrir à tout âge. Et puis le prix du polar européen qu'on a remis à Quai du Polar, c'est Jurica Pavicic, L'eau rouge, aux éditions Agula. Formidable polar. Le prix de la biographie, enfin, qui a été décerné à Pierre Ménard pour Les infréquentables frères Goncourt, c'est chez Talandier. Bravo à lui aussi. Et maintenant, nous allons pouvoir boire et boire ensemble, car comme disait un écrivain qui n'a jamais été dans notre palmarès, mais sait-on jamais, il s'appelle Paul-Loup Sulitzer. Boire, c'est comme faire l'amour, il n'y a que les gens idiots ou malheureux qui font ça tout seuls. Merci. Bravo.